ce qui s'est passé à Châteauroux avec le dernier hommage qui a été rendu aujourd'hui à Matisse, tué il y a 10 jours à coups de couteau par un autre adolescent de 15 ans. Une cérémonie a été rendue à ce jeune homme. La famille souhaitait que ce soit une cérémonie décalée et joyeuse. Il y a eu un hommage au stade de foot, notamment dans la ville. On va rejoindre sur place Thibaut Marcheteau qui va nous raconter cette journée très forte en émotion. Thibaut. Oui, absolument, Laurence. Énormément d'émotions pour cet ultime hommage rendu à Matisse au stade Gaston Petit, ici à Châteauroux. Un hommage rempli de clins d'œil à la passion du jeune garçon qui aimait le football. Son cercueil tout blanc est arrivé frappé du blason du Paris Saint-Germain. Il est d'ailleurs rentré dans le stade sur la musique de l'entrée des joueurs parisiens. Ensuite, le capitaine de la Berrichonne de Châteauroux, le club local, a déposé un maillot dédicacé lui-même sur le cercueil. Enfin, la famille a pris la parole. Le père a juré devant le cercueil de son fils qu'il continuerait à faire de la prévention dans les médias auprès des jeunes pour que ce drame n'arrive plus jamais. Denis Jacob, vous êtes policier. On est en échec en fait face à cette violence sauvage entre adolescents. On se demande en fait par quel bout prendre le problème qui est gigantesque en réalité. La délinquance des mineurs en France est un vrai sujet, malheureusement pas récent, et malgré toutes les tentatives de réforme de l'ordonnance de 1945, on se rend compte qu'aujourd'hui on n'a pas les outils et les moyens de traiter cette problématique de la délinquance des mineurs. Je voudrais quand même souligner, permettez-moi par rapport à cette journée de tristesse, souligner la très grande dignité du papa de Matisse, malgré sa souffrance, et à œuvrer, comme d'autres le font déjà, parce qu'ils ont été touchés par ce genre de drame, le font déjà pour que ça ne se reproduise plus jamais. Mais malheureusement, nous, policiers, sur la délinquance des mineurs, alors on peut faire du tout répressif, bien évidemment, c'est un peu le travail de la police, mais qu'est-ce qu'on propose au niveau politique pour, en amont, éviter qu'une certaine jeunesse ne dérive et tombe dans la délinquance? Alors, il y a des propositions qui sont faites par le gouvernement, les internats éducatifs, les stages, il y a beaucoup de choses qui sont proposées. Mais est-ce que ça va suffire? C'est la vraie question. Il faut revenir aux fondamentaux. Un enfant a des droits, mais il a des devoirs, et il doit rester à sa place. Et aujourd'hui, je suis désolé de le dire, on l'a un peu sorti de ce contexte-là en disant l'enfant... Il est au cœur de tout. Enfant roi. Attendez. Les enfants rois, en même temps, rappeler les droits des enfants, tant mieux. Mais bien sûr. Il faut le faire. Mais il ne faut pas confondre. On parle de droits et de devoirs, c'est pas autre chose, c'est la même chose. Il faut la dignité de l'enfant, c'est fondamental. Mais par ailleurs, il est là pour apprendre. Des limites, des repères qui lui soient fixés. Aujourd'hui, et les parents sont tous responsables, moi le premier, c'est de dire faisons plaisir à nos enfants et donnons-leur tout ce qu'ils veulent. Donc un enfant, quand il a l'habitude d'avoir tout ce qu'il veut... D'ailleurs, ce qui fait plaisir aux parents, pas aux enfants. C'est un truc de parents. Il n'a plus aucune limite. Il n'a plus de limite. Par ailleurs, c'est très important ce que vous dites par rapport à cette notion de frustration qui n'existe plus aussi chez les enfants. Enfin, ils ne supportent plus la frustration, les gamins. Non, parce que les parents ne la supportent plus. Les adultes, déjà, exactement. Les parents, déjà, ne C'est la faute des parents, c'est toujours de la faute des parents. La grande faute des parents. À une réunion de parents d'élèves. Vous inquiétez pas. Le pire truc, j'ai 3 enfants, j'en ai fait. Moi, j'écoute tout ça, répression, accompagnement, association, milieu social, oui. Mais moi, où j'en veux beaucoup aux politiques, je veux dire, et ça dure depuis des décennies, c'est qu'on a laissé la République reculer sur tous les sujets. On a culpabilisé les parents, parfois, d'avoir de l'autorité. On a démonétisé les forces de l'ordre. On a expliqué qu'un prof devait être plutôt dans la classe et l'élève plutôt sur l'estrade. Donc, en fait, mais oui, mais ça s'est passé comme ça. Et les profs sont notés par les élèves et c'est pour ça qu'ils ont une peur bleue de témoigner. Donc, en fait, vous avez cette espèce de malaise général où la société française s'est effondrée et aujourd'hui, on dit qu'est-ce qu'on peut faire. La France est foutue. Non. Je suis contente de vous l'entendre dire. Il y a un idéal. Éric, le dernier mot. Vous savez, j'aimerais un grand débat avec tous les politiques qui ont eu le pouvoir dans ce pays et qui sont encore vivants. Encore un débat. Et leur poser des questions précises. Un Conseil national de la refondation, Éric. Non. Dernier mot, Éric. Non. Des allongés de la refondation. Les assises du mea culpa politique. Et leur dire, chers amis, qu'est-ce que vous avez fait pendant des années? Vous êtes la responsable du résultat. Éric, faites-moi un petit mémo et on organise le débat. Petite pause. On ne pas en réalité, Éric Revel, de cette mort de ce gamin de 15 ans tué par un autre adolescent de 15 ans. Non, on ne s'en remet pas. Et on n'est pas sa famille. Non, bien sûr. Non, mais ce que je vous dis. Vous voyez, ce qui est très touchant aussi dans les témoignages que vous avez passés, Laurence, c'est cette dame qui dit « Moi, j'ai perdu mon enfant ». Alors, s'il y a bien une personne qui peut comprendre la douleur des parents, c'est cette personne qui a perdu son enfant lorsqu'il avait 17 ans.
Mais en fait, on est partagé entre une infinie tristesse et une énorme colère. Parce que moi, j'adore ce que dit M. Jacob, pourvu que plus jamais ça, le père, plus jamais ça. Mais pardon, mais combien... vous-même, vous disiez qu'il y a hier soir, il y a eu encore une agression à coups de couteau en région parisienne. Denis Jacob, Argenteuil, qu'est-ce qui s'est passé ? Argenteuil, de jeunes dans une bagarre entre mineurs à coups de couteau. Je rectifie un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure, parce que sur les deux, il y en avait un dont le pronostic vital était engagé, puisqu'il avait une plaie béante au ventre. Je ne sais pas où ça en est aujourd'hui sur l'état de santé, mais 17, 15 ans. C'est-à-dire que tous les jours, on a des gamins qui se font blessés, poignardés, voire tués. Et on se sent complètement démunis aujourd'hui, nous, en tant que policiers, pour répondre, si ce n'est la réponse répressive, mais il est déjà trop tard. Quand on apporte la réponse répressive, qu'est-ce qu'on peut faire en amont ? Et ça, ce n'est pas nous, policiers, qui pouvons y répondre. Alors, attendez, Eric n'avait pas terminé. Oui, voilà, donc tristesse et colère. Et puis, vous savez, je crois que Rachel Kahn le disait tout à l'heure, on finit par être fatigué, mais vous vous rendez compte qu'on finit par être fatigué de commenter au quotidien quasiment des actes barbares comme cela. On ne devrait pas, évidemment, s'habituer, on ne devrait pas être fatigué. Et pourtant, on baigne dans une ultra-violence, on ne voit pas le bout du tunnel. Bon, la police, la répression, ce que vous dites, la prévention, tout ça, mais vous vous rendez compte, on parle de gamins de 12 ans, de 15 ans qui sont tués à coups de couteau dans un pays comme la France. En 2024, Louis Dragnel. Je suis d'accord avec ce que dit Eric. Ce qui est terrible, c'est que je pense qu'on est en train de franchir des seuils et qu'on ne s'en rend plus trop compte. À force de... C'est terrible, hein, mais ça ne veut pas dire qu'on minimise ce qui vient de se passer. Mais à force d'en parler, ça chronique l'actualité. Comme ça se banalise. Voilà, ce sont des faits de société. Bon, c'est comme ça. Je rebondis sur ce que disait Denis Jacob tout à l'heure. Je pense qu'aussi, on a tort de penser que la police apporte toutes les solutions. La police est un moyen, ce n'est pas une fin en soi. La police, on vous demande beaucoup trop de choses. On vous demande d'être les meilleurs dans la lutte contre les violences intrafamiliales. On vous demande toutes les plaintes pour les agressions sexuelles au sein des ménages. On vous demande la police de l'environnement, les chiens battus, tout. Merci de le dire. Dès qu'il y a un problème, sincèrement, merci de le dire. Tout. Parce que normalement, on dit, mais il faut plus de flics, Moi, je pense pas. On devrait être l'ultime réponse quand tout le reste n'a pas marché. Et pas être le supplétif de ce qui devrait être mis en place et qui ne l'est pas. Ni une maman, ni une nounou, ni un travailleur social. Ni une école. On est bien d'accord. Et moi, je trouve que le problème, c'est la facilité politique consiste à dire... alors il y a un problème, il y a une marée noire, c'est la police. Il y a un enfant mal éduqué, c'est la police. Il y a une tuerie, c'est la police. Tout est la police tout le temps. C'est le dernier rempart. Je l'ai beaucoup dit. C'est le dernier rempart avant la barbarie. Le rempart est en train de craquer. C'est la dernière ligne. Vous vous rendez compte ? Regardez, je vais vous donner un autre glissement. On parle tout le temps de l'armement de la police municipale. Moi, ça me choque. Alors, ça va peut-être heurter beaucoup de monde. Parce qu'en fait, on ne se pose pas la vraie question. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, la police nationale et la gendarmerie, qui globalement ont des moyens, alors certes insuffisants par rapport à la violence de la société, mais ont des moyens dans une société normale, pourquoi est-ce qu'on est obligé d'en venir à l'armement de la police municipale ? Parce que la police nationale et la gendarmerie ne sont plus en mesure de répondre aux attentes de la société qui a sombré. Et en fait, on est en train de glisser. Et dans 50 ans... Louis, permettez-moi de vous interrompre, mais pour autant, l'usage de l'arme par les forces de sécurité reste aujourd'hui dans notre pays très exceptionnel. Il faut le dire. Absolument. Alors, peut-être que Jean-Sébastien, effectivement, rapidement. faire peser tout le poids sur la police, parce qu'avant la police, qui est la dernière ligne, comme vous le disiez, il devrait y en avoir une autre, qui est la peur du gendarme, ou du policier, peu importe. C'est fini, ça n'existe plus. Oui, mais c'est tout l'enjeu. Et moi, ce que je trouve peut-être encore plus insupportable que le fait que nous soyons contraints d'égrener comme ça des faits divers tragiques qui finissent par constituer un fait social, ce sont les gens qui le nient. Parce qu'il y a quand même des responsables politiques, des sociologues qui viennent expliquer, minimiser les choses en disant, en le comparant parfois jusqu'à des trucs absurdes. Au Moyen-Âge, il y avait plus d'homicides. Oui, il y avait plus d'homicides au Moyen-Âge. Quand vous regardez le taux d'homicide à Marseille, il est au niveau de ce qui existe dans des pays comme le Honduras ou comme l'Équateur. À l'heure actuelle, dans les quartiers nord à Marseille, le taux d'homicide pour 100 000 habitants est le même que dans des endroits qui sont des endroits les plus violents au monde. Alors ça ne veut pas dire que la France soit tout à feu et à sang, mais ce déni de ce qui est en train de se passer, on nous explique non, mais regardez les courbes sur le long terme. Oui, il y avait eu effectivement la violence, il y a eu un tournant il y a une petite dizaine d'années, elle est en train de remonter en flèche, les causes sont multiples, mais le nier est encore pire, je trouve, pas pour les familles concernées, parce que eux, ce sont les tragédies qu'ils vivent. Mais sur Sabrina Medjeber ?
Oui, rapidement. la violence mortifère des jeunes enfants ou des adolescents, c'est devenu une configuration culturelle aujourd'hui à laquelle on s'habitue malheureusement. Ça ira de pire en pire malheureusement. Et en fait, tout ça est lié à ce que disait tout à l'heure Jean-Sébastien, c'est-à-dire l'effondrement de la société, l'effondrement des normes, l'effondrement de l'autorité, l'effondrement Vous du ne s'effondre pas quand même, culturel. Sabrina. C'est une vision assez pessimiste des choses. Il y a quand même des choses qui tiennent debout encore dans notre pays. Franchement, j'aimerais vous porter espoir, mais je vous assure que tout ce qui est relaté à travers les médias comme le vôtre, Oui, mais comme on parle aussi des choses qui vont bien. Il y a des choses qui sont bien pires que ça, vraiment, je vous assure. Mais tout ça pour dire que, en dehors de mon analyse pessimiste, ce que veut dire cette violence des mineurs, c'est vraiment la société qui devient complètement anomique. C'est-à-dire que vraiment, il y a une causalité entre cette violence, ultra-violence des mineurs et la société qui s'anomise de plus en plus. Et malheureusement, face à ça, on a du blabla politique, des politiques un peu pusillanimes qui ne savent pas trop comment finalement récupérer la perte d'autorité dans ce pays qui se manifeste partout, face aux gendarmes, face aux professeurs, face aux infirmiers, face aux médecins, etc. Et donc, c'est très difficile finalement aujourd'hui de réhabiliter ce que c'est que l'adulte et ce que c'est que l'enfant. Et comme disait tout à l'heure Denis Jacob, ça passe vraiment par la famille. Et ça n'a rien à voir avec l'immigration ou pas. Vous avez Boussad Boussena, par exemple, qui a écrit un livre qui s'appelle « Comment les enfants d'immigrés s'en sortent par la dynamique socioculturelle ». Et ces enfants s'en sortent, pourquoi ? Parce qu'il y a un contrôle de la moralité de l'enfant à travers des injonctions, des interdits structurants qui les empêchent d'aller voir et d'aller chercher ce qu'ils trouvent dans la rue. On ne devient pas délinquant, on est d'abord dans une famille. Et c'est à la famille d'éduquer l'enfant pour qu'il devienne un adulte respecté et respectable par la suite. Rachel Kahn. Je voulais avoir une pensée évidemment pour les parents de Matisse et puis aussi pour cette ville de Châteauroux, qui est une ville, en tout cas ce quartier-là était un quartier justement où il n'y avait pas ce genre de violence. Et maintenant on voit bien comment dans notre France, on a un espèce de maillage de cette violence. Et puis, partager aussi avec vous le fait que, alors, peut-être avec un petit peu plus d'espoir et de positif, notre République est là, on a des règles qui sont là, et nous sommes présents en tant qu'adultes, et je pense que chaque citoyen doit être responsable pour protéger les enfants d'eux-mêmes et les adolescents d'eux-mêmes. Et on n'a pas tous démissionné de notre rôle de parents. On est là et on essaie de tenir nos enfants. Merci beaucoup, Simon. J'aimerais juste, avant de vous libérer, Denis Jacob, ouvrir avec vous un cold case. Un cas qui date de 2011 avec un autre petit garçon qui s'appelle Matisse, mais qui avait 8 ans à l'époque. Il avait disparu après avoir été enlevé. Son père, à l'époque, avait été condamné en 2015 pour l'enlèvement et la séquestration de ce petit garçon. La justice, aujourd'hui, a franchi un nouveau cap, puisqu'elle a estimé que ce père est responsable de la mort du petit garçon. On a la petite bouille de Matisse qui s'affiche, et je le dis pour nos auditeurs, il a une petite tête d'ange, en fait, Denis Jacob. Ce petit garçon donc est mort. Je me rappelle très bien en 2011, parce que comme toutes les mamans, j'avais été horrifiée par la disparition de ce petit garçon, le soupçon qui pesait sur le père. Là, c'est la police scientifique qui a permis d'avancer, c'est bien ça, hein. Oui, tout à fait. Alors déjà, souligner qu'aujourd'hui, en France, il existe désormais le pôle cold case. Ça, c'est important de le dire, parce qu'il y a trop d'affaires encore qui ne sont pas résolues. Non résolues. Les moyens technologiques à notre disposition aujourd'hui permettent d'avancer sur des vieilles enquêtes. Là, en l'occurrence, ça a permis, grâce à la police technique et scientifique, de faire des analyses ADN qui ont permis de démontrer que dans le véhicule du père, dans le coffre, en tous les cas, il y avait des traces du petit garçon qui laisse malheureusement augurer que c'est bien le papa qui aurait tué cet enfant. Donc une enquête n'est jamais close tant qu'on n'a pas trouvé le meurtrier, il faut le dire. Alors c'est vrai qu'on peut donner le sentiment que la police ou la gendarmerie ne font pas leur travail parce que ça prend des années. Je vais faire un parallèle qui n'est pas tout à fait dans la même veine, mais pour lequel j'ai été personnellement concerné aussi. C'est l'affaire dite du Grêlé. Oui. Ce meurtrier que j'ai connu, que j'ai côtoyé en tant que collègue. Incroyable. Qui était un meurtrier. Qui est un meurtrier en série, et qui a été confondu par son ADN près de 30 ans après. Et c'est parce qu'il a été identifié qu'il s'est suicidé avant même de pouvoir répondre de ses actes devant la justice. Donc ça témoigne que la police évolue avec son temps, avec les moyens technologiques, et qu'on arrivera toujours, je l'espère, en tous les cas, on fait le maximum pour que toutes les enquêtes non résolues à ce jour puissent l'être un jour. Et moi, ce soir, j'ai une pensée pour la main.